Un lion en liberté dans le secteur B. Tous les visiteurs évacuent immédiatement. L'annonce trancha l'air comme une lame. Les oiseaux s'envolèrent des cimes. Les enfants se figèrent avant d'éclater en sanglots. Les parents attrapèrent de petites mains et des poignées de poussettes, abandonnant snacks et sacs de souvenirs, tandis que la panique se répandait dans chaque recoin des allées. Ce qui avait été un paisible matin de printemps se transforma instantanément en chaos. Depuis le fourré de bambou près de l'enclos de la savane africaine, une forme massive émergea, s'avançant au grand jour avec un poids lent et délibéré. C'était Atlas, le plus vieux lion du parc, 26 ans. Sa crinière autrefois flamboyante était désormais striée de gris, qui accrochaient la brise comme des fils d'argent. Ses articulations étaient raides, sa démarche inégale, mais rien en lui ne semblait faible. Il y avait une autorité silencieuse dans sa manière de bouger, la même présence qui faisait chuchoter les visiteurs même les jours ordinaires. Mais ce n'était pas un jour ordinaire. Atlas était hors de son enclos, totalement libre. Liam Carter, chef de la sécurité du parc, sprinta vers la grille d'urgence avec 2 agents à ses talons. « Équipe de tranquillisation, bougez, gardez-le à l'œil. » Sa voix se brisa sous la tension. Il s'était entraîné à tous les types d'urgences animalières. Mais un lion adulte au milieu d'un chemin public était le scénario cauchemar qu'on n'évoquait que pendant les exercices. Les familles fuyaient dans tous les sens, chaussures claquant sur le bitume, l'air épais de peur et de l'odeur piquante de l'adrénaline. Un sac de pop-corn renversé se transforma en bouillie sous les pas. Un père protégea sa fille avec son corps tandis que l'ombre d'Atlas s'étirait sur le chemin. Atlas ne rugit pas. Il ne traqua personne. À la place, il leva la tête vers le vent, narines dilatées, comme s'il cherchait quelque chose au loin. Quelque chose de familier. Liam leva son fusil tranquillisant. Il me faut un tir clair. Tout le monde à terre. Mais Atlas ignora les cris, les sirènes, les radios qui claquaient et les alarmes stridentes. Il fixa une seule direction, droit devant, à travers la place principale, et se mit à marcher avec une certitude étrange, sans hâte. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour d'avertissement. Près de la porte d'entrée, une jeune employée, Sophie Ramirez, seulement à son 4e jour de formation, se tenait tremblante à côté d'un groupe de touristes. Elle essayait désespérément de les guider vers la sortie. Sa main tremblait si fort qu'elle faillit faire tomber son talkie-walkie. « Il vient par ici !» cria-t-elle. « Le secteur B est compromis. Il traverse le couloir public. »« Ramirez, reculez !» grésilla la voix de Liam. « N'approchez pas l'animal. » Mais même en reculant maladroitement, Sophie vit quelque chose que personne d'autre ne remarquait. Atlas n'errait pas. Il n'était pas perdu. Il n'agissait pas comme un prédateur échappé, comme dans les modules de comportement animal qu'elle avait étudiés. Il suivait une piste, concentré, déterminé, comme s'il savait exactement où il devait aller. Les visiteurs continuaient de se disperser, mais une personne restait étrangement immobile dans la tempête de mouvement. Une femme âgée et mince, appuyée sur une canne en bois, son manteau gris battant autour de ses chevilles, tandis que les gens la bousculaient en passant. Elle ne recula pas, ne trébucha pas. Elle ne tourna même pas la tête quand les alarmes hurlèrent au-dessus d'elle. Elle se tenait là, simplement, face à la direction d'où venait Atlas. Son expression suspendue entre le choc et une reconnaissance douloureuse. Sophie tenta de la tirer. « Madame, il faut sortir d'ici. Un lion est en liberté. Vous ne pouvez pas rester là. » Mais la femme ne bougea pas. Ses doigts se resserrèrent autour de la poignée de sa canne. Ses yeux brillaient, non de peur, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'avait aucun sens pour Sophie. Autour d'elle, la foule se raréfia, les plus lucides et les plus terrifiés sprintant vers la sécurité. Pourtant, cette femme restait plantée, ancrée comme une vieille souche de cèdre, refusant de se rendre au vent. Et puis cela arriva. Atlas releva de nouveau la tête. Ses yeux, brouillés par l'âge mais encore en feu de mémoire, s'accrochèrent à la femme. Un son s'échappa de sa gorge, grave et tremblant. Pas le grondement d'un chasseur, mais quelque chose de plus doux, fragile. Un son que personne dans la foule ne pouvait interpréter, mais que la femme, elle, comprit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, ses genoux faiblirent, et elle murmura un nom que le vent sembla porter droit dans la poitrine du lion. « Atlas, mon garçon !» Liam l'entendit, même par-dessus les radios, même par-dessus les alarmes. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Personne ne répondit. Personne ne le pouvait. Atlas accéléra, toujours maîtrisé,
mais chargé d'une urgence émotionnelle qui fit se figer même les employés les plus aguerris. Ce n'était pas seulement un lion en fuite, c'était autre chose. Quelque chose à quoi aucun manuel de sauvetage animalier, aucun protocole, aucune décennie d'expérience zoologique ne les avait jamais préparés. Et tandis que le lion se rapprochait, la femme âgée fit l'impensable. Elle laissa tomber sa canne sur le béton et fit un pas en avant. Margaret Doyle avait vécu assez longtemps pour voir la peur sous toutes ses formes, mais rien, ni la maladie, ni le deuil, ni le lent effacement du corps, ne l'avait figée comme cet instant. Elle ne se figea pas de terreur. Elle se figea parce que quelque chose en elle se fissura, quelque chose qu'elle avait enterré depuis près de 3 décennies. La foule déferlait autour d'elle comme une inondation, tentant de contourner une pierre. Des gens la poussaient, trébuchaient, hurlaient des avertissements qu'elle entendait à peine. Une poussette heurta sa cheville. Un homme faillit la déséquilibrer en tirant son fils adolescent paniqué. Pourtant, Margaret resta droite, sa main tremblante agrippant sa canne comme si c'était la dernière chose qui la rattachait à la réalité. Puis Atlas entra pleinement dans le champ. Le grand lion s'arrêta au bout de l'allée, sa crinière ondulant dans la brise instable. Sa poitrine massive montait et descendait au rythme de respiration profonde, chaque inspiration goûtant l'air comme un souvenir vivant. Ses yeux, plus vieux, plus ternes, mais toujours terriblement familiers, se verrouillèrent sur les siens. Le cœur de Margaret battit douloureusement. Ce n'était pas de la peur, c'était de la reconnaissance. Derrière elle, Sophie Ramirez halta. « Madame, il vient droit sur nous. S'il vous plaît, vous devez bouger. » Mais Margaret ne bougea pas, ne pouvait pas. Sa voix sortit fine, fissurée, à peine plus qu'un souffle. « Atlas !» Sophie recula, horrifiée. « Vous connaissez son nom ?» Margaret ne répondit pas. Ses yeux ne quittèrent jamais le lion. Atlas abaissa légèrement la tête, narines dilatées. Il fit un pas lent, puis un autre. Chaque foulée délibérée, contrôlée, dérangeante dans son calme. Ce n'était pas le comportement d'un prédateur en mode attaque. C'était quelque chose de plus doux, quelque chose qui défiait chaque protocole de sauvetage animalier que Sophie avait mémorisé. Une sirène de sécurité hurla au-dessus. La voix de Liam Carter gronda dans la radio accrochée à la ceinture de Sophie. « Ramirez, évacuez cette zone immédiatement. N'interagissez pas avec la civile. » Mais Sophie ne pouvait pas tirer Margaret. La femme s'était figée d'une manière que Sophie n'avait vue que chez des personnes face à quelque chose d'intimement personnel, quelque chose qui les liait à un instant plus fort que la peur. Margaret lâcha enfin sa canne. Elle s'écrasa sur le béton, un bruit étrangement petit sous le rugissement paniqué de la foule. Sans elle, elle paraissait encore plus fragile, et pourtant plus stable. Atlas s'arrêta à environ 6 mètres. Ses oreilles s'orientèrent vers l'avant, sa queue balança une fois derrière lui, puis il fit un son. Grave, ondulant, plein de nostalgie. Ni un rugissement, ni un grognement, presque un appel. Le même appel qu'il faisait petit, cherchant de la chaleur. Un son que Margaret avait autrefois entendu pendant de longues nuits d'hiver dans le Montana. Le souffle de Margaret se brisa. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Oh, mon cœur, tu ne peux pas t'en souvenir. » Mais Atlas fit un pas de plus, les muscles de ses épaules se contractant puis se relâchant avec une précision prudente, comme s'il essayait de ne pas l'effrayer, ce qui n'avait aucun sens. Les lions n'ajustaient pas leur approche pour qui que ce soit. Pourtant, lui, ce roi vieillissant et brisé, faisait exactement cela. Sophie recula, levant sa radio. Il n'agit pas de façon agressive. Je ne comprends pas. Personne ne comprenait. Pas encore. Mais Liam apparut à l'autre bout de la place, fusil tranquillisant levé, regard dur. Dès qu'il vit Margaret debout, exposée, directement sur la trajectoire du lion, son expression passa de la concentration tactique à l'effroi. « Madame !» cria-t-il. « Mettez-vous derrière moi. C'est un animal sauvage. » Margaret ne montra aucun signe de l'entendre. Son regard restait verrouillé sur Atlas, ses lèvres tremblant de mots qu'elle n'arrivait pas à faire sortir. Atlas s'arrêta encore, la tête inclinée. Non par confusion, mais par une reconnaissance si nette qu'elle fit porter la main à la poitrine de Sophie. Ses oreilles s'aplatirent juste un peu. Son corps massif s'adoucit, et le son qu'il émit ensuite était sans équivoque. Un souffle doux, un « cheuf », un salut que les lions réservent uniquement à ceux en qui ils ont confiance. Liam se figea en plein élan. Mais pourquoi fait-il ça?
Sophie trouva sa voix, petite et instable. Il la connaît, d'une manière ou d'une autre. Il la connaît. Les genoux de Margaret faiblirent, mais elle ne tomba pas. Elle fit un minuscule pas en avant, sa main se levant en tremblant comme si elle tendait la main à travers des décennies. Son souffle vacilla, une larme unique roulant sur sa joue ridée. « Tu t'es souvenu de moi » murmura-t-elle. « Mon garçon, tu t'es souvenu. » La place devint étrangement silencieuse. Même la larme sembla lointaine, étouffée par le poids de l'instant. Des visiteurs cachés derrière des bancs osèrent jeter un œil. Un enfant cessa de pleurer. Une femme porta ses mains à sa bouche. Liam abaissa son fusil de quelques centimètres, la confusion tirant sur chaque muscle de son visage. « Ce n'est pas un comportement normal de lion, » marmonna-t-il. « Ça va à l'encontre de tout ce qu'on sait, de tout ce que la formation en soins animaliers nous apprend. » Mais Margaret, au fond d'elle, sous des années de culpabilité portée comme une seconde peau, comprenait exactement pourquoi le vieux lion avançait ainsi, pourquoi il ignorait tout le monde, pourquoi il venait droit vers elle. Ce n'était pas l'instinct, ce n'était pas une coïncidence, c'était la mémoire. Une mémoire qu'elle avait essayé de fuir pendant 29 ans. Au moment où Atlas fit encore un pas lent, Margaret ferma les yeux un bref instant. Son cœur lui fit mal d'une douleur ancienne, une douleur qu'elle avait autrefois cru réservée aux humains, un lien humain-animal intact que le temps n'avait jamais réussi à effacer. Et lorsqu'elle rouvrit les yeux, Atlas n'était plus qu'à 3 mètres. Assez près pour qu'elle voie la cicatrice sur son museau, assez près pour sentir son souffle soulever l'air, assez près pour comprendre que le passé qu'elle avait enterré revenait, un pas délibéré après l'autre. Pendant un moment, le temps sembla se plier sur lui-même. L'alarme hurlait encore. La foule tournoyait encore au bord de la place, et Liam tenait encore son fusil tranquillisant, pris entre le devoir et l'incrédulité. Mais rien de tout cela ne semblait réel. La seule chose qui semblait solide, vivante, présente, c'était ce vieux lion avançant lentement vers la femme fragile qui refusait de courir. Atlas s'arrêta de nouveau, abaissant sa tête massive jusqu'à ce que son nez frôle presque le sol. Sa poitrine se gonfla d'une profonde inspiration, aspirant l'odeur que le vent lui avait portée, faible, vieillie, adoucie par les années, mais indéniablement la sienne. L'odeur de la personne qui avait autrefois été son monde entier. Margaret sentit son souffle se bloquer, sa vision se brouiller. Elle porta ses mains tremblantes contre sa poitrine, submergée par une vague d'émotions qu'elle n'avait pas encore la force de nommer. Son cœur avait l'impression d'être tiré en arrière à travers le temps. Retour aux nuits chaudes du Montana, aux berceuses fredonnées près d'un lionceau petit et effrayé, aux jours fragiles d'avant que la vie ne devienne compliquée et cruelle. Atlas avança encore. Sa queue balayait bas le sol. Ses oreilles restaient en avant, non plaquées par l'agression. Ses yeux dorés et voilés, s'adoucirent d'une manière qui fit halter Sophie Ramirez. « Ce n'est pas une posture de chasse, » murmura Sophie. « Pourquoi agit-il comme ça ?»« C'est impossible. » Liam ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Ses années de formation en comportement animal et en réponse d'urgence ne lui donnaient aucune explication à ce qu'il voyait. Les lions ne s'adoucissaient pas pour quelqu'un. Les lions ne soufflaient pas un salut. Les lions ne marchaient pas vers le danger avec la douceur d'un vieux chien retrouvant un ami perdu. Mais Atlas, lui, le faisait. Margaret trouva enfin sa voix, fine et inégale. « Mon doux garçon, c'est vraiment toi ?» Atlas répondit par un grondement doux, soufflé, qui fit se hérisser chaque poil sur les bras de Sophie. Ce n'était ni un rugissement, ni un grognement. C'était le son qu'un petit fait en rampant sur les genoux de celle qui le nourrit. Un son de besoin, pas de menace. Un son né de la mémoire, de l'attachement, de ce lien humain-animal que les experts qualifiaient souvent de romantisme ou d'illusion. Mais personne, devant cette scène, n'aurait osé appeler ça une illusion. Atlas fit encore un pas prudent vers Margaret. Son regard restait fixé sur elle, presque suppliant. Il cligna lentement des yeux, le geste que font parfois les grands félins pour signaler la confiance. C'était un geste si tendre qu'un homme adulte près du stand de snack éclata en sanglots. Margaret sentit quelque chose se relâcher en elle. Quelque chose de trop serré depuis des années, tendu par la culpabilité et la peine. Ses genoux tremblèrent. Elle aurait pu tomber si Atlas ne s'était pas arrêté à nouveau. Comme s'il avait senti sa faiblesse, il inclina la tête,
reproduisant le même mouvement qu'il faisait petit quand il ne comprenait pas pourquoi elle pleurait. Liam avala difficilement. « Ramirez, on filme ça ?» Sophie hocha la tête, secouée. Il y a des caméras partout sur la place. Et les gens diffusent en direct. Ça devient viral en quelques secondes. Liam expira un souffle qu'il ne s'était pas rendu compte de retenir. « Bien. Parce que sinon, personne ne nous croira. » Margaret leva une main tremblante. « Je suis désolée. » chuchota-t-elle. « Je t'ai laissé. J'aurais dû revenir. » Atlas émit un son profond et résonnant, à mi-chemin entre le ronronnement et le souffle, si puissant qu'il sembla vibrer jusque dans le béton. Plusieurs spectateurs se couvrirent la bouche. Une femme sanglota à voix haute. Même Liam baissa encore son fusil, le conflit dans ses yeux se transformant en quelque chose proche de l'émerveillement. Sophie fit un pas lent en arrière. « Il se souvient d'elle, » murmura-t-elle. « Après 26 ans, il se souvient. » Atlas avança encore, réduisant la distance à moins de 3 mètres. À cette distance, chaque détail de son âge était visible. La couleur qui s'effaçait dans ses yeux, la raideur de sa patte avant droite, la cicatrice au-dessus de son sourcil due à une ancienne blessure d'enclos. Il était fatigué, usé. Pourtant, à cet instant, il semblait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Margaret tenta de faire un pas, mais sa jambe céda. Elle haleta en trébuchant. Atlas réagit instantanément, abaissant son corps, plongeant sa tête, non pas en attaque, mais en inquiétude. Il posa une patte massive sur le sol, griffes rentrées, s'approchant avec une prudence qui laissa toute l'équipe de sécurité sans voix, comme s'il avait peur de l'effrayer, comme s'il se souvenait qu'elle était fragile. La voix de Sophie se brisa. « Liam, il la protège. » La réalisation se propagea sur la place. Le lion n'approchait pas une proie, il approchait une famille forgée non par le sang, mais par le soin, la chaleur, et cette guérison émotionnelle qui se crée quand 2 êtres abandonnés se sauvent au bon moment de leur vie. Pour Margaret, le voir plus vieux, plus lent, mais encore indéniablement son Atlas, brisa la dernière barrière en elle. Les larmes coulaient sur son visage. Elle tendit les 2 mains vers lui, et Atlas, le lion qui n'avait laissé aucun soigneur le toucher depuis plus de 10 ans, fit les derniers pas qui effacèrent 26 années de séparation. Il s'arrêta à un souffle de ses mains. La place retint son souffle. Atlas se pencha et toucha doucement son nez au doigt tremblant de Margaret. Un son monta de la foule, moitié halètement, moitié sanglot. « Mon Dieu !» Margaret lâcha un murmure brisé. « Oh, mon cœur, tu m'as retrouvé. » Atlas ferma les yeux et respira son odeur comme s'il confirmait l'impossible, comme s'il s'ancrerait à l'unique souvenir qu'il n'avait jamais laissé disparaître. Et pour la première fois de toute cette matinée frénétique, le lion se reposa enfin. Les hivers du Montana avaient cette façon d'avaler le son, ne laissant que le vent et le craquement doux de la neige pour rappeler à quelqu'un qu'il était encore vivant. C'était pendant l'une de ces longues nuits impitoyables, 29 ans avant le chaos du Seattle Wildlife Park, que Margaret Doyle entendit pour la première fois le faible cri qui allait changer sa vie. Elle était assise près du poêle à bois, enveloppée dans une vieille couverture de laine, lisant un rapport sur la conservation de la faune, quand le téléphone sonna. Ce n'était pas un voisin, ni sa sœur de l'Idaho. C'était le service de la faune de l'État. Et la voix à l'autre bout portait un mélange d'urgence et de désespoir. « Mademoiselle Doyle, nous avons trouvé un petit, un lionceau. Sa mère n'a pas survécu à la tempête, il tient à peine. » Margaret se souvenait avoir serré le téléphone plus fort. Son pouls battait. Elle avait pris sa retraite du terrain depuis des années, après des décennies passées dans le secours et le bien-être animal. Mais même avec les os douloureux dans le froid, elle ne pouvait pas ignorer cet appel. « Amenez-le ici », dit-elle rapidement. 1 heure plus tard, des phares fendirent à l'obscurité. Un ranger descendit, portant un petit paquet enveloppé dans des couvertures. Le lionceau tremblait, les côtes visibles sous un pelage trop fin, le souffle court et irrégulier. Ses yeux n'étaient même pas complètement ouverts. « Il a 5 semaines », chuchota le ranger. « On l'a appelé Atlas au refuge. Mais c'est à vous de décider. » Margaret le souleva doucement des bras de l'homme. Le petit poussa un cri faible, si petit et si impuissant que cela la frappa comme un coup. Elle le pressa contre sa poitrine, sentant son cœur fragile battre contre le sien. « Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-elle. « Je suis là. » Cette nuit-là, elle lui donna du lait tiède toutes les 2 heures, lui massant le ventre pour l'aider à avaler.
Elle l'enveloppa dans des serviettes en flanelle et le cala contre ses côtes pour qu'il sente un battement de cœur. Au matin, il avait cessé de trembler. À la deuxième nuit, il s'était levé contre son cou et s'était endormi, émettant de petits sons qui faisaient fondre les derniers murs qu'elle avait encore. Atlas devint son monde entier plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Il la suivait partout, trébuchant derrière ses bottes dans la cuisine, grattant sa jambe chaque fois qu'elle s'arrêtait, refusant de dormir si son petit corps ne touchait pas le sien. Son besoin constant de réconfort lui rappelait douloureusement les animaux orphelins qu'elle avait soignés par le passé. Mais là, c'était différent, plus profond, plus personnel. Dans les mois qui suivirent, ils devinrent inséparables. Elle lui apprit à marcher sur un terrain irrégulier, à attraper des jouets avec une force contrôlée, à se calmer pendant les orages. Elle lui fredonnait pendant les repas de douces mélodies de son enfance qui apaisaient son esprit agité. Elle écrivit même des notes dans un vieux carnet, des notes qu'elle intitula « Les progrès d'Atlas », qui devinrent plus tard une référence pour les étudiants étudiant le comportement animal et la récupération après traumatisme chez les jeunes animaux sauvages. Mais le printemps devint l'été, et Atlas grandit. Vite. À 8 mois, il était déjà assez lourd pour renverser des meubles rien qu'en passant. Des voisins curieux commencèrent à parler. Les rumeurs se répandirent. Un fonctionnaire de l'État vint. Des inquiétudes sur la sécurité publique et les soins appropriés arrivèrent sous forme de lettres officielles glissées sous sa porte. Margaret essaya de se battre. Elle contacta toutes les voies légales possibles, arguant qu'elle avait l'expérience, la formation et une maison préparée pour le lionceau. Elle avait passé sa vie à sauver des créatures blessées que d'autres avaient abandonnées. Mais elle n'était plus jeune, et Atlas n'était pas un animal domestique. La loi ne faisait pas d'exception, même pas pour l'amour. Quand la décision tomba enfin, Margaret s'assit à côté d'Atlas dans le jardin, sa main posée sur son dos chaud. Atlas, presque de la taille d'un grand chien, glissa sa tête sous son bras, sentant sa tristesse comme seuls les animaux réellement liés aux humains savent le faire. « Ils veulent t'emmener à Seattle », murmura-t-elle, « un sanctuaire. Ils jurent qu'ils prendront soin de toi. » Atlas laissa échapper un souffle confus et grimpa sur ses genoux, bien trop grand pour cela. Il pressa son front contre sa poitrine, comme il le faisait chaque fois qu'elle pleurait. Le camion arriva 2 jours plus tard. Les Rangers amenèrent une cage de transport. Atlas comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il griffa la neige. Il pleura. Un son déchirant, presque comme un bébé, que Margaret ne lui avait jamais entendu. Et quand ils fermèrent la porte de la cage, il se jeta contre elle, désespéré, terrifié, le métal tremblant sous son poids. Margaret posa ses mains sur les barreaux, des larmes coulant sur ses joues. « Mon cœur, s'il te plaît, je viendrai te voir. Je te le promets. » Atlas pressa son petit nez contre ses doigts. Ce fut leur dernier moment ensemble, parce que la vie, cruelle et imprévisible, fit voler en éclats sa promesse. Son mari tomba malade d'Alzheimer. Elle eut des complications cardiaques nécessitant des mois de traitement. Les factures s'accumulèrent, le temps glissa, et la culpabilité, vive et implacable, l'empêcha de retourner le voir. « Il m'a sûrement oublié », se dit-elle pendant 29 ans. Mais moi, je ne l'ai jamais oublié. Et maintenant, debout au milieu du Seattle Wildlife Park, tandis que l'alarme hurlait et que sa canne reposait sur le béton, elle voyait l'impossible se dérouler. Atlas ne l'avait pas oublié non plus. Le Seattle Wildlife Park avait déjà géré des urgences. Tempête, panne de courant, un zèbre paniqué sautant une barrière une fois. Mais jamais il n'avait affronté quelque chose comme ça. Ce qui se déroulait sur la place défiait chaque règle de protocole de sécurité et chaque attente en étude du comportement animal. Tandis qu'Atlas gardait son nez posé dans les mains tremblantes de Margaret, le centre de contrôle explosa en chaos maîtrisé. Les écrans clignotaient avec des flux en direct. Les employés couraient entre les postes. Les radios crachèrent des voix qui se chevauchaient. Liam Carter fit irruption, la sueur traçant des lignes sur ses tempes. « Je veux savoir comment cet enclos a été compromis maintenant. » Une voix tremblante répondit depuis un coin. « Je crois que c'est moi. » Sophie Ramirez se tenait là, les mains jointes, les épaules secouées. Elle semblait minuscule sous les néons. « Comment ça, toi ?» aboya Liam. Sophie avala difficilement. « Je nettoyais la tanière cette nuit. J'ai verrouillé. Du moins, je le croyais. Mais j'ai dû manquer le second loquet. Un technicien zooma sur une séquence d'1 heure plus tôt.
Et là, clairement, Sophie s'éloignant de la grille après n'avoir verrouillé que le mécanisme supérieur. Son téléphone vibra dans sa poche, la distrayant. Elle n'avait pas remarqué que le loquet du bas n'avait pas cliqué. La salle se figea. Sophie se couvrit le visage. « J'aurais pu faire tuer quelqu'un. Je suis tellement désolé. » Mais Liam ne la regardait pas. Il fixait l'écran montrant Atlas faisant les 100 pas dans son enclos, peu après que Sophie se soit éloignée. Une seconde, le lion était calme, presque somnolent. Puis soudain, comme frappé par un souvenir, il releva brusquement la tête et renifla le vent. « Stoppez l'image », ordonna Liam. Le technicien mit sur pause. Atlas avait le nez pointé vers le haut, la queue frémissante, une posture alerte que les soigneurs ne voyaient presque jamais chez lui. « Qu'est-ce qui s'est passé là ?» demanda Liam en pointant l'écran. La docteure Tessa Morgan, qui venait d'arriver en courant, se pencha et étudia l'image. « Ça, dit-elle lentement, c'est une reconnaissance olfactive, une reconnaissance profonde par l'odeur. Quelque chose de puissant a frappé sa mémoire. Qu'est-ce qui pourrait faire ça ?» Liam fronça les sourcils. Atlas réagit à peine à quoi que ce soit de nos jours. Avant que Tessa ne puisse répondre, le technicien relança la séquence. Atlas se mit à faire les 100 pas, d'abord lentement, puis plus vite, puis frénétiquement, la tête tirée vers la direction de l'entrée principale. Il poussa un appel étrange, tremblant, que personne dans l'équipe n'avait entendu auparavant. Le cœur de Tessa se serra. C'est un appel de détresse juvénile. Les lions ne l'utilisent plus après l'adolescence. Liam se tourna vers elle. « Expliquez. »« Cela veut dire, dit-elle doucement, qu'il s'est souvenu de quelque chose quand il était petit. Quelque chose lié à son premier lien d'attachement, quelque chose d'émotionnel, quelque chose qu'il a perdu. Les directives de protection animale étaient strictes. Aucun contact humain avec des carnivores âgés. Aucun imprinting émotionnel entre anciens soignants et animaux de zoo. Mais ça brisait toutes les règles. À 8h42, au même moment où Atlas commença à tourner, Margaret Doyle franchissait la porte d'entrée. Liam fixa le rhodatage. « Vous êtes en train de me dire qu'il l'a senti dans le vent. Après 26 ans ?» Tessa soutint son regard. « Nous avons vu ça chez les éléphants et chez certains primates, mais jamais documenté chez les lions. C'est de l'histoire de la recherche sur le sauvetage. » Le technicien poursuivit. Quelques instants après le pic d'agitation d'Atlas, la grille mal enclenchée par Sophie trembla sous le poids du lion. Il poussa une fois, 2 fois. Au 3e coup, la charnière du bas céda juste assez pour qu'il se glisse dehors. Mais ce qui glaça tout le monde, c'est la suite. Atlas ne s'enfuit pas, il ne courut pas à l'aveugle, il ne chassa personne. Il marcha droit, sans hésiter, avec un but, exactement vers la direction où Margaret était allée. Ce n'était pas une fuite, souffla Tessa. C'était une recherche. De retour sur la place, Atlas leva la tête des mains de Margaret et regarda autour de lui, troublé, presque nerveux, comme s'il cherchait une confirmation qu'elle était réelle. Margaret caressa sa joue, son pouce effleurant une cicatrice qu'elle n'avait jamais vue, son cœur gonflant d'une peine qu'elle portait depuis des années. « Pauvre petit », murmura-t-elle, « tu as dû être si seul. » Atlas ferma les yeux au son de sa voix. Un grondement roula dans sa poitrine, profond, lourd, vibrant de décennies de besoins inexprimés. Ce n'était pas le grondement d'un prédateur, c'était celui de la reconnaissance. Sophie, encore tremblante de culpabilité, s'approcha de Liam. « Monsieur, je jure que ce n'était pas intentionnel. Je n'aurais jamais imaginé. » Liam posa une main sur son épaule, la surprenant. « Ce n'est pas ta faute, » dit-il. Même si cette porte avait été parfaitement verrouillée, il aurait essayé toute la journée. Il ne fuyait pas de nous. Il allait vers elle. Tessa ajouta doucement. « Regardez-les. Ce lion ne fuyait pas. Il rentrait chez lui. » Une rafale balaya la place, portant une faible odeur de sauge des plantations décoratives. Les oreilles d'Atlas tressaillirent. Margaret se stabilisa contre lui, comme autrefois quand il n'était qu'un petit cherchant la chaleur. Et pour la première fois de la journée, la panique autour d'eux se calma en un silence. Curiosité, émerveillement, incrédulité, et quelque chose d'autre. Du respect. Du respect pour un lien que personne ne comprenait encore. Du respect pour une mémoire que personne ne pensait possible chez un lion. Du respect pour des retrouvailles que personne n'avait vu venir. Atlas appuya doucement son front contre la poitrine de Margaret, exactement comme il l'avait fait 29 ans plus tôt sur le porche enneigé du Montana.
Et Margaret, le souffle tremblant, murmura la seule vérité qui lui restait. « J'aurais dû revenir vers toi. Je suis tellement désolé. » La réponse du lion fut douce, presque tendre. Un grondement qui roula sur la place comme un battement de cœur rentré à la maison. Pendant plusieurs longues secondes, le monde autour d'eux sembla se réduire à un seul cercle de calme. Juste une vieille femme et le lion qui s'était souvenu d'elle. Si cette histoire vous a touché ne serait-ce qu'un peu, j'aimerais beaucoup vous lire. Laissez juste un simple « 1 » en commentaire pour que je sache que vous êtes là et que vous croyez encore en ce genre d'amour. Et si vous voulez me rejoindre pour d'autres histoires vraies et émouvantes de la faune, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre. Votre présence ici compte plus que vous ne le pensez.